Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, je suis très heureux de présenter et d'animer cette première rencontre de l'après-midi. Nous vivons dans une société qui est façonnée par les sciences et la technologie. Paradoxalement, depuis quelques décennies déjà, nous entendons parler d'une montée de la méfiance, voire même de la défiance vis-à-vis de la parole savante sur certains sujets et sur certaines connaissances scientifiques. Le déni par une partie de la population mondiale du changement climatique ou de l'évolution des espèces ne sont que deux exemples parmi tant d'autres. C'est dans ce contexte que depuis presque 2 ans maintenant, avec la crise sanitaire, la science s'est imposée comme jamais dans les médias et dans tous nos foyers. Cependant, le public a été submergé par des prises de parole qui ont pu apparaître contradictoires entre médecins, épidémiologistes et experts. Beaucoup de citoyens ont été déstabilisés et se sont questionnés sur la capacité de la science à apporter des certitudes. Dans ce flot d'informations, la science dit-elle le vrai? La parole savante serait-elle avant tout une affaire d'opinion et de conviction personnelle? Et dans ce contexte, quelle sera sa place dans la société de demain? Science, y croire encore? Pour réfléchir et discuter autour de cette question, j'ai l'honneur d'accueillir nos deux invités, Étienne Quellin en visio et Aurélien Barraud. Messieurs, bonjour. En quelques mots, je vous présente. Étienne Quellin, vous êtes physicien et docteur en philosophie des sciences. Vous dirigez le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA et vous enseignez à l'école centrale Supélec. Le public vous connaît bien grâce à vos nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique et par votre émission radio Science en question que vous produisez et animez sur France Culture et qui succède à la conversation scientifique. Aurélien Barraud, vous êtes astrophysicien et docteur en philosophie également. Vous êtes professeur et chercheur dans un laboratoire de physique subatomique et de cosmologie et dirigez le Centre de physique théorique de Grenoble. Vous êtes auteur également de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique en cosmologie, mais vous êtes aussi très impliqué dans l'écologie et la cause animale. Pour commencer, j'aimerais à tous les deux avoir votre ressenti, votre réflexion face à l'irruption des sciences dans le quotidien des Français. Étienne Quellin, il y a quelques mois, au plus fort de la pandémie, vous avez publié plusieurs textes, dont Le goût du vrai, dans lequel vous avez éclairé la relation ambivalente qu'entretient notre société avec les sciences. Quels sont les éléments qui ont déclenché votre réflexion et votre prise de plume? Bonjour à tous et à tous. Merci pour cette invitation. Je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous pour des raisons familiales. Écoutez, ce qui a déclenché le tract que vous avez eu la gentillesse de citer, Le goût du vrai, en fait, c'est un tract que j'ai écrit en très peu de temps, contrairement aux autres livres que je produis. C'est un tract assez court, il fait 60 pages, je crois, je l'ai écrit en quelques jours. En fait, j'avais été agacé par un sondage qui était paru dans un journal qui s'appelle Le Parisien. Et il se trouve que ce sondage est paru le 5 avril 2020 et le hasard a fait que c'était le lendemain du jour où j'avais relu un texte de David Hume, le philosophe écossais, dans lequel il expliquait que la souveraineté du peuple en démocratie ne se heurte qu'à une seule limite qui est la vérité. C'est-à-dire que même si le peuple souverain décidait que la Terre est au centre de l'univers, eh bien, ça n'empêcherait pas à la Terre de continuer sa course autour du Soleil. Et le lendemain, donc, paraissait ce sondage par lequel on demandait aux Français, enfin, un échantillon dit représentatif, si tel médicament dont on parlait beaucoup à l'époque était efficace contre le coronavirus. Et c'était donc le 5 avril 2020, à une époque où il n'y avait pas de cas suffisamment nombreux pour qu'on puisse établir l'efficacité d'un médicament, alors même qu'on savait à l'époque que 98% des malades guérissaient sans traitement. Et j'avais été très étonné de voir que 59% des personnes interrogées avaient répondu oui, c'est efficace, 20% avaient répondu non, ça n'est pas efficace, et seulement 21% avaient répondu je ne sais pas, ce qui était la seule réponse possible, du moins si on voulait que la réponse en question soit honnête. J'avais été très surpris du petit nombre de commentaires qui avaient suscité ce sondage, qui était intéressant parce que c'était un sondage qui montrait l'opinion des gens, mais qui évidemment ne disait rien de l'efficacité de ce traitement. Et donc, ce qui m'a, disons, pour faire un bilan plus distancié, vous avez dit dans votre présentation qu'on a beaucoup entendu la science.
Et moi, j'ai pas l'impression qu'on l'ait beaucoup entendu. Par contre, on a beaucoup entendu les scientifiques, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'ai personnellement pas une grande confiance dans les scientifiques en tant qu'individualité. Un scientifique, ça n'est pas quelqu'un qui échappe à la condition humaine. C'est pas quelqu'un qui ne se trompe jamais. C'est pas quelqu'un qui est objectif. C'est pas quelqu'un qui ne subit aucune sorte d'influence. Ça n'est pas quelqu'un qui a subi une cure de désintéressement pour tenir des propos qui sont plus objectifs que la moyenne. Non, non, un scientifique, c'est quelqu'un à qui on demande simplement d'être honnête d'une certaine façon, très spécifique, qui est que lorsqu'il s'est posé une question, qu'il a mené des travaux de recherche, qu'il a obtenu des résultats, ben, l'honnêteté pour lui consiste simplement à présenter ses résultats à des scientifiques qui se posent des questions analogues et travaillent sur des sujets voisins pour recueillir leurs remarques, leurs critiques, peut-être même retourner à la paillasse pour faire de nouvelles expériences, préciser ses résultats. Et au bout d'un temps qui peut être très long, eh bien, tout le monde s'accorde à dire qu'on a obtenu un résultat dit scientifique. Et une fois que ce résultat est obtenu, alors on peut le présenter au public. Et moi, j'ai regretté que cette pandémie, qui était une occasion historique de faire de la pédagogie scientifique, d'expliquer jour après jour ce que sont les méthodes scientifiques, et je mets un pluriel parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs méthodes scientifiques qui ne sont pas d'ailleurs figées, qui s'inventent au gré des recherches, qui ne sont pas les mêmes selon qu'on est physicien, théoricien, sociologue, médecin ou sociologue, mais on avait l'occasion d'expliquer ce qu'est un essai en double aveugle, s'agissant des traitements, ce qu'est un essai randomisé, pourquoi il ne faut pas confondre corrélation et causalité, ce qu'est une exponentielle, pourquoi les lois des probabilités sont parfois contre-intuitives. Et au lieu de faire cela, on a préféré organiser des joutes entre experts, entre guillemets, dont on connaissait les positions a priori, et on avait donc la garantie que ça allait provoquer des controverses, parfois factices, parfois prématurées. Et je regrettais que la science soit ainsi victime de ce que j'appellerais une crise de la patience. On n'a pas pris le temps d'expliquer. Et pour finir, on a fait comme si la science et la recherche se confondaient. Alors, je sais bien que la science et la recherche, évidemment, ne sont pas étrangères l'une à l'autre. Elles se touchent, elles ont une frontière qui est très poreuse, évidemment. Mais pour dire les choses de façon caricaturale, la science, c'est des résultats scientifiques, c'est un corpus de connaissances qui constitue, pense-t-on, les bonnes réponses à des questions bien posées. On peut évidemment les critiquer, on peut évidemment se montrer sceptique à leur égard, mais pour les critiquer, il faut disposer d'arguments scientifiques permettant de les critiquer. Et puis, ce corpus de connaissances qui constitue la science, il est par nature et par construction incomplet, c'est-à-dire qu'il invite à poser des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Par exemple, nous ne savons pas aujourd'hui si les neutrinos, ces particules élémentaires, sont identiques à leurs propres antiparticules ou non. Donc, nous faisons des recherches. Nous ne savons pas si il existe une vie extraterrestre, donc nous faisons des recherches, etc. Donc, le doute est bien le moteur de la recherche. C'est parce que nous doutons que nous interrogeons la nature, le réel, par des expériences, par des théories, etc. Mais quand on confond la science et la recherche, comme on l'a beaucoup fait, eh bien, l'idée de doute qui est consubstantielle à la recherche vient coloniser l'idée même de science. Et on en arrive à dire que la science, c'est le doute. Et cette phrase est d'autant plus convaincante qu'on voit des experts ne pas être d'accord sur les plateaux de télévision. Et ça crée une confusion générale par laquelle chaque citoyen, légitimement, voyant ces controverses, s'estime en droit, à partir de son ressenti, de son bon sens, de ses croyances, de ses connaissances, de ses intuitions même, de dire ce qu'il pense de tel ou tel sujet qui semble faire controverse. Et donc, on a, pour les vulgarisateurs comme moi, on a pris une leçon. Moi, j'ai été pas mal déstabilisé. J'aimerais bien d'ailleurs avoir l'avis d'Aurélien sur cette question. Moi, je pensais avant que la vulgarisation, ça marche à peu près, au sens où on écrit des livres, on donne des conférences, le public s'intéresse, pose des questions, manifeste de l'intérêt. Bon, mais en réalité, on est victime d'un biais de confirmation, c'est-à-dire que ne s'intéressent à la vulgarisation que les personnes qui s'intéressent à la vulgarisation. Et donc, on a l'impression que on oublie, on n'est pas en contact avec un très très large public qui s'abreuve à d'autres sources et qui n'est pas en contact avec une présentation argumentée, disons, des connaissances scientifiques. Merci Étienne Klein.
Vous avez ouvert déjà plusieurs portes. Avant de les reprendre une par une, je vais peut-être vous questionner, Aurélien Barraud, justement, sur... Tout d'abord, j'ai deux questions sur votre ressenti, c'est-à-dire face à cette irruption de la science dans la sphère publique et sur la façon dont elle a été comprise par le public. Et peut-être si vous pouviez aussi nous donner une définition de la science, sachant que vous dites vous-même que c'est une entreprise complexe et périlleuse. Donc voilà, en quelques mots, comment nous, publics, on pourrait retenir de ce qu'est la science? Oui, merci beaucoup et merci Étienne. Je crois en effet que d'abord, il faut noter qu'il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal dans l'irruption que vous évoquez de la pensée scientifique dans le débat public. Je me permets de nous rappeler que nous faisons face vraisemblablement à la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité et bien au-delà d'ailleurs de celle de l'humanité. Nous avons en quelques décennies éradiqué essentiellement les 2/3 des êtres vivants sur cette planète. Covid-19, aussi dramatique soit-il, est une vaste plaisanterie à côté de la métacrise à laquelle nous sommes confrontés. Et je trouve un peu ahurissant que ce soit finalement à l'occasion de cet épiphénomène, dont je ne nie pas bien sûr la gravité à l'échelle individuelle. Certains d'entre nous ont des parents, des amis qui sont morts, donc ce sont des choses très graves. Mais le niveau de catastrophe est sans commune mesure avec le défi qui est réitéré de façon lancinante par les spécialistes, pas seulement du climat, mais aussi de la biologie et de tout finalement ce qui concerne la vie dans ses formes les plus diverses. Donc je trouve un peu consternant finalement que l'irruption soit si tardive. Mais je voudrais même nuancer un peu cette remarque ou cette assertion, parce qu'il me semble que si on est un peu précis, ce n'est pas tellement la pensée scientifique qui a fait ou qui aurait dû faire irruption à l'occasion de cette crise sanitaire, dans la mesure où finalement, bien sûr, des scientifiques de haut vol ont permis de mettre au point le vaccin, etc. Et pour cela, ils doivent être remerciés et sans doute admirés. Mais il n'empêche que ce n'est pas tellement là que les questions ont porté. Et moi, je crois que la véritable irruption dans le débat public, finalement, c'était celle d'une réappropriation du politique et de l'éthique. C'est ça qui est essentiel. Et c'est là-dessus que se sont crispées les opinions. D'un seul coup, il me semble qu'on a compris qu'il fallait faire des choix. Voilà. D'un seul coup, on a compris que tout n'était pas compatible avec tout. On a compris qu'on ne pouvait pas continuer pendant quelques mois, en fait on ne peut pas le faire du tout, mais on l'a compris pendant quelques mois, à se placer sur une trajectoire de croissance économique et à éviter des morts. Donc là, d'un seul coup, ce n'était pas un écolo chevelu qui nous le disait, tout le monde le comprenait, on ne peut pas faire comme si de rien n'était et empêcher des dizaines de milliers, peut-être davantage, de morts dans notre pays. Et donc, d'un seul coup, on a compris que nos petits caprices d'enfants occidentaux gâtés ne pouvaient pas toujours être satisfaits. Alors tout le monde ne l'a pas compris. Ça, c'est assez intéressant. Par exemple, chez ceux qui refusent de mettre le masque en ayant l'impression d'être des révolutionnaires un peu anarchistes, anti-système, alors qu'en réalité, ils représentent exactement la quintessence de l'individualisme dans sa version la plus terrible, c'est-à-dire je ne suis pas prêt à faire le moindre effort, même cet effort dérisoire qui est de se couvrir le visage pendant quelques minutes pour sauver des vies. Donc c'est vraiment, je trouve, la version presque paroxystique de l'individualisme occidental dans ce qu'il a de plus sale et de plus puéril en quelque sorte. Et donc toutes ces choses-là ont été très intéressantes, je trouve, du point de vue sociologique. Mais ce qui était très triste finalement, alors non seulement, comme l'a dit Étienne, à juste titre, c'était le défaut d'occasion saisie quant à la pédagogie scientifique, mais j'irais beaucoup plus loin. En ce qui me concerne, ce qui m'a rendu mélancolique, c'était de ne pas saisir cette occasion extraordinaire de remettre sur la table des questions sociétales beaucoup plus profondes. En fait, ce qui est incroyable dans cette affaire, c'est l'absence totale de remise en cause. Strictement rien n'a changé. On savait bien quand même que le monde d'après ne serait pas le jardin d'Éden. Tout le monde s'en doutait. Mais on imaginait quand même qu'il y aurait au moins des infléchissements. Et ce qu'on découvre, finalement, c'est la résilience, pour le meilleur et pour le pire, du système techno-capitaliste qui est totalement incapable de la moindre remise en cause substantielle. Finalement, quand l'exécutif s'est demandé est-ce qu'il faut reconfiner, auquel cas on va faire des mises en faillite et des gens vont se trouver dans une situation économique dramatique, mais on va sauver des vies, ou est-ce qu'il faut ne pas confiner et on va faire des morts, mais on va sauver l'économie,
personne, de l'extrême gauche à l'extrême droite, personne n'a osé mettre sur la table ce que n'importe quel enfant de 5 ans aurait dit dans cette situation, qui consistait à dire « oui, on sauve des vies et on partage ». C'est la solution triviale, n'est-ce pas? Il y a des gens comme les restaurateurs ou les artistes qui vont subir la crise de façon drastique, et d'autres comme les fonctionnaires comme moi qui vont continuer à toucher leur salaire. Donc il y a une injustice criante, et face à une injustice extraordinaire dans une situation extraordinaire, le partage est la solution en fait logique. Hein. Ce n'est pas une solution marxo-communiste. C'est simplement le fait de se dire finalement les restaurateurs ne sont pas plus coupables de Covid-19 que les chercheurs en physique. Donc pourquoi paierait-il des conséquences aussi substantielles que nous ne payons pas? Mais ça n'a même pas été envisagé. Ce n'est pas que ça a été réfuté, ça n'a même pas été mis sur la table. Donc comment voulez-vous que nous sauvions le monde, hein, puisque c'est quand même un peu ça le défi auquel on doit faire face aujourd'hui, alors même que nous ne pouvons pas envisager des infléchissements ridiculement faibles dans une situation de crise et de pandémie qui, elle, était quand même notable au niveau des infléchissements sociétaux qu'elle engendrait. Voilà. Et je crois que ce qui est sidérant, c'est de découvrir à quel point nous avons fait du dogme de la liberté individuelle l'alpha et l'oméga de toute la politique du désirable. Voilà. Et ça, on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, c'est un non-sens. Ce n'est pas simplement, je pense, éthiquement et esthétiquement contestable, c'est même politiquement intenable. Alors, voilà, je crois que quand vous disiez qu'il y avait ce risque peut-être de croire que la science allait devenir une affaire de conviction personnelle, ça va même bien au-delà de la science, en fait. C'est que cette idée que tout est affaire de choix individuels est un peu la gangrène, hein, finalement, dont aujourd'hui nous payons les conséquences, puisque nous ne sommes pas, ne l'oublions pas quand même, la seule culture de cette planète, et c'est un problème qui est très, très occidental, mais qui a comme effet collatéraux des dégâts, bien sûr, à l'échelle mondiale. Voilà. Alors, effectivement, la situation de la science dans ce contexte est délicate, parce que, d'une part, je crois, comme Étienne, qu'il est très important que les scientifiques demeurent dans une posture d'humilité, ne viennent pas faire la leçon sur les plateaux de télévision, alors même qu'ils ne sont pas d'accord entre eux et qu'on est encore dans un état d'élaboration du savoir face à une situation incertaine. Et pourtant, moi, je ne vous cache pas que j'ai aucun problème avec le scientifique militant, et je crois même que dans une situation de guerre totale contre la vie, qui est la situation que nous vivons en ce moment, hein, qui est sans précédent depuis des millions d'années, ne pas être un scientifique militant, c'est se rendre finalement complice de crimes contre l'avenir. Donc je ne vois absolument aucun problème à oser diffuser des idées non scientifiques, même depuis une posture scientifique, quand il s'agit simplement de sauver l'existence de la vie, ce qui pour moi prévaut sur tous les cadres et toutes les règles éthiques qu'on pourrait imaginer de façon froide et a priori. Alors comment concilier tout ça? Évidemment, je conviens que c'est extrêmement difficile. Je reviens sur un point que vous avez évoqué, qui est l'humilité de la science. Étienne Klein, également, vous parliez tout à l'heure du doute scientifique, effectivement, qui fait partie de la démarche scientifique. Pour autant, au niveau du grand public, est-ce que ce doute, on a souvent réduit par, vous le disiez tout à l'heure, la science, la recherche, c'est le doute, donc la science, c'est le doute. Est-ce que ça ne serait pas un cheval de Troie qui ouvre grande la porte aux relativistes, aux complotistes, voire à certains lobbies industriels, pour nous faire douter? Je ferai allusion simplement à l'industrie du tabac, pour donner un exemple. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau du grand public, on avait besoin des certitudes, et au contraire, les grands scientifiques ont dit, mais nous, très humblement, on ne sait pas. Étienne Klein. Moi, en tant que scientifique, il y a des choses dont je ne doute pas, mes collègues n'en doutent pas non plus, et donc il ne faut pas présenter le scientifique qui est prêt à remettre tous les lundis matins ce qu'il a pensé le vendredi soir. Nous savons que la Terre n'est pas plate, nous savons que l'atome existe, nous savons que l'univers observable est en expansion. Alors évidemment, on peut remettre ça en cause au nom d'un scepticisme radical, mais à ce moment-là, ce scepticisme radical devrait faire jurisprudence, c'est-à-dire à s'appliquer à toutes sortes d'autres choses. Et en général, ce que je remarque, c'est que le scepticisme des uns est en général très sectoriel. Il s'applique, par exemple, à la climatologie. Je connais des ingénieurs qui croient à la mécanique, qui croient à la thermodynamique,
qui croit à ce qu'on a compris des interactions entre la lumière et la matière, mais qui, bizarrement, ne croit pas au discours et aux résultats que présentent les climatologues. Donc c'est un doute qui est sectoriel et qui n'est pas cohérent puisqu'il ne s'applique pas dans sa forme à tout ce qui pourrait corroder de la même façon. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Aurélien, je voulais juste apporter peut-être quelques nuances. Il me semble que pendant le premier confinement, ce qu'il regrette qui n'a pas eu lieu, en fait, c'est un petit peu produit. Il y a eu, dans mon souvenir en tout cas, un énorme effort intellectuel de beaucoup de gens qui étaient confinés pour penser le monde de demain en tenant compte de ce que nous savions, en tenant compte de ce que nous voulions et en tenant compte de ce que nous étions en train d'apprendre grâce à cette crise. Il y a eu énormément de production, d'articles, même de collections d'essais divers et variés. Et comme c'est souvent le cas dans l'histoire après une pandémie, toutes les leçons qu'on peut tirer de la pandémie sont victimes d'une amnésie collective au motif qu'il faut rattraper le temps perdu et donc vivre comme avant avec encore plus d'intensité, ce qui est un peu en train de se produire, même si le spectre d'une 5e vague vient ralentir cet élan. Là où je suis absolument d'accord avec lui, c'est quand il parle de la liberté individuelle qui vient tout corroder dans une société. Et il se trouve que moi, j'habite à Paris, à d'Enfer-Rochereau, et tous les samedis, je vois passer des gens armés de drapeaux bleu, blanc, rouge qui se rendent à la manifestation d'un certain monsieur Philippot. Et j'en ai interrogé quelques-uns pour leur demander pourquoi est-ce qu'ils avaient le drapeau bleu, blanc, rouge. Quel rapport entre le drapeau bleu, blanc, rouge et le fait d'aller militer contre le pass sanitaire ou le vaccin? Et tous me répondent, c'est la liberté. Et donc je leur dis, mais est-ce que vous grillez les feux rouges, qui sont quand même des instruments très liberticides? Non. Et je me demande combien il serait, ces gens qui se revendiquent de la liberté individuelle pour contester toute mesure de protection de la société, si on prenait les mesures qu'il convient de prendre, par exemple pour lutter efficacement contre le changement climatique. Toutes les mesures seraient perçues par ces personnes comme étant liberticides et donc devraient être contestées au nom de la primauté de la liberté individuelle qu'ils mettent au-dessus de tout. Enfin, quand on parle de confiance à l'égard de la parole scientifique, je ne sais jamais trop de quoi on parle. Il y a une étude qui vient de paraître, publiée par le Conseil économique et social, qui montre qu'en France, beaucoup plus que dans les autres pays européens, la confiance qu'on accorde à la parole scientifique a chuté. Elle a perdu 20 points. Tous les pays comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la Hollande, la Belgique, partait avec un niveau de confiance extrêmement élevé, 90%. Ce niveau est resté à peu près stable dans tous les pays que je viens de citer, sauf la France, où cette confiance dans la parole scientifique a baissé de 20 points. Et quand on fait ce constat, je ne sais jamais si on parle de la confiance qu'on a dans les vérités scientifiques que disent les scientifiques, quand ils en disent, ou bien si on fait confiance aux scientifiques pour résoudre les problèmes qui se posent à nous. C'est assez mélangé et ça fait que ces résultats d'enquête me semblent assez difficiles à interpréter et les leçons qu'on peut en tirer ne sont pas claires à mes yeux. Ensuite, j'approuve ce que dit Aurélien, il est beaucoup plus militant que moi dans ses interventions publiques. Donc moi, je pense, et je connais beaucoup de collègues climatologues qui sont militants aussi, mais précisément, leur militance s'appuie sur les connaissances qu'ils ont. Ce n'est pas une militance qui est liée à l'incompétence. Or, on voit que dans beaucoup de débats, il y a une forme de décorrélation entre la militance et la compétence. Et c'est ça que je trouve gênant. On peut avoir des avis radicaux sur certaines technologies sans bien les connaître. Et cette militance, en général, a tendance à radicaliser les discussions et elle s'appuie plus sur de l'incompétence que sur de la compétence. Donc moi, je pense qu'il y a des connaissances, en effet, qui, parce qu'on a toutes les raisons de les prendre au sérieux, nous obligent à devenir militants. Et je ne comprends pas cette posture qui est non seulement légitime mais nécessaire, avec celui qui a un avis sur tout sans être capable de l'étayer. Je me repositionne en tant que public, en tant que citoyen. Compte tenu du niveau de spécialisation aujourd'hui des disciplines scientifiques, est-il possible au XXIe siècle de posséder une culture scientifique suffisante pour saisir tous les enjeux de la société?
de façon un peu provocatrice, est-ce que les débats qui impliquent la science ne devraient-ils pas être réservés à des experts? Je suis provocateur exprès. Hein. Oui, je peux revenir un instant sur ce que vous disiez juste avant, où vous évoquiez qu'un certain mode d'être pouvait ouvrir la porte au relativisme, donc à l'obscurantisme, donc au complotisme, etc. Et bien sûr, je voudrais m'inscrire en faux quant à cette assimilation de tous ces termes. Bien sûr, je peux dénoncer l'obscurantisme, puisque par définition, en fait, le mot est négatif. Je peux aussi dénoncer le complotisme, qui, par définition, est lui aussi péjoratif. Pas du tout le relativisme. Moi, je suis un très grand partisan du relativisme, mais il faut définir le terme. Si le relativisme consiste à dire tout se vaut, chacun son avis, toi tu crois que la Terre est ronde, toi tu crois que la Terre est plate, et après tout, on a bien le droit d'avoir son opinion. Ça, bien sûr, c'est un relativisme stupide. Mais ce relativisme-là n'est défendu par absolument aucun courant philosophique dans l'histoire. Aucun courant. Ça n'existe pas, en fait. Hein. De Protagoras à Rorty, de Foucault à Derrida, de Nietzsche à Deleuze, aucun philosophe taxé de relativisme n'a dit « tout se vaut ». Donc on peut contester cette posture, mais cette posture n'est en réalité défendue par personne. Donc c'est pas très intéressant. Ce qu'on appelle relativisme en philosophie conséquente, c'est pas du tout ça. C'est le fait de dire que les critères d'évaluation, les critères de vérité, les critères même parfois d'efficacité, doivent également être inclus dans le jeu de la pensée. Autrement dit, bien sûr, il faut travailler les propositions, travailler les observations, travailler les théorèmes, travailler les hypothèses, mais il faut aussi travailler les critères à l'éthique, c'est-à-dire la définition de ce qui fait le vrai. Parce que, qu'on le veuille ou non, la définition de la vérité a énormément évolué avec le temps. Pour les aèdes grecs, c'était essentiellement la qualité rhétorique qui fondait le vrai. Évidemment, nous n'avons pas du tout aujourd'hui cette définition de la vérité. Et donc, le relativisme ne consiste pas à dire tout est sur un pied d'égalité, ce qui serait évidemment intenable, et nous en conviendrons tous, j'en suis certain, mais à dire il faut également être rigoureux et intégrer le fait que nos critères de hiérarchisation peuvent être également déconstructibles. Et à mon sens, c'est un niveau supérieur d'exigence et non pas un laxisme intellectuel. Alors, c'est vrai que c'est intéressant de remettre ça en contexte avec, par exemple, comme le soulignait Étienne, le mouvement anti-vax. Mais il faut être, je crois, comme il l'est d'ailleurs, subtil dans son analyse. Parce que, bien sûr, d'un point de vue scientifique, je suis à peu près certain que c'est un mouvement qui est infondé. Bon, on peut en discuter, bien sûr, on peut en douter, mais enfin, disons que selon toute vraisemblance, la balance bénéfice-risque penche d'un côté très clair. Mais ça, c'est aussi occulter une partie de la mouvance. Je crois, d'une expérience qui est limitée, je peux me tromper, mais je crois que dans les revendications anti-vax, il y a d'une part un mauvais doute scientifique, qui peut être vraisemblablement compensé par une éducation de meilleur niveau, mais il y a aussi un geste de revendication sociale, en fait. Il y a aussi des gens qui sont très exclus de la société et qui disent par ce geste ne venez pas nous parler du bien commun. Le bien commun nous a oubliés, nous sommes laissés pour compte, nous sommes généralement au banc du commun que vous avez créé. Ne nous demandez pas maintenant, nous qui sommes en bonne santé et donc relativement protégés, relativement entre guillemets, parce qu'on le sait, il y a des exceptions nombreuses, ne nous demandez pas de faire un geste pour le commun alors que précisément vous ne nous donnez rien. Et ça, c'est complètement différent. Ce n'est plus une faute scientifique, c'est un positionnement politique qu'on peut approuver ou désapprouver. Mais vous voyez, la question a changé de nature. Et ça, je crois qu'il faut aussi l'intégrer dans l'analyse. Alors, pour finir sur ce que vous évoquiez, et ce qu'évoquait Étienne concernant la confiance, et je suis tout à fait d'accord avec lui, il faut absolument savoir de quoi on parle. Il faut savoir si on parle de l'aspect heuristique de la science, c'est-à-dire l'utiliser pour répondre à des questions et pour résoudre des problèmes, si on parle de l'aspect ontologique de la science, c'est-à-dire vraiment sur ce qu'elle nous dit de fondamental sur l'être du réel. Je crois, comme Étienne sans doute, que les questions sont assez différentes et ne peuvent pas avoir une réponse uniforme, mais je pense que c'est très important d'être nuancé sur cette question. Il faut de la défiance. Ça, c'est certain, parce qu'on sait tous qu'une information peut être fausse, quand bien même elle serait prodiguée par un expert. Et moi, j'avoue en toute immodestie qu'il m'arrive
de contredire des collègues qui sont beaucoup plus compétents que moi. J'ai entendu des interviews de prix Nobel d'économie. Je ne connais rien en économie personnellement, je suis parfaitement incompétent. L'économie est une science molle, mais enfin c'est quand même une science. Et donc j'ai entendu des prix Nobel d'économie dont je peux dire, alors que je suis parfaitement incompétent sur le sujet, qu'ils disent n'importe quoi. Je suis convaincu qu'ils disent n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas compris les postulats de base, que nous vivons dans un monde à ressources finies et que d'avoir oublié de conférer une valeur au capital de départ est une faute logique. J'en suis totalement convaincu, quand bien même je suis incompétent dans leur domaine. Donc parfois, je crois qu'on peut s'autoriser de la défiance. Mais en contrepoint, il est indispensable d'avoir confiance parce que c'est aussi un argument qui est très souvent utilisé, par exemple, par les climato-sceptiques. Je l'ai entendu 1000 fois. Des gens qui disent « moi, je ne crois pas au réchauffement climatique parce que je ne comprends pas toute la chaîne du raisonnement qui permet de conclure au fait que l'atmosphère se réchauffe ». Oui, mais le fait que tu ne comprennes pas le raisonnement veut juste dire que tu es incompétent. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Et donc là, on voit bien que c'est indispensable de faire également preuve de confiance. Et en y réfléchissant avec honnêteté, je crois que c'est très dur de trouver un critère universel pour se dire à partir de quelques règles simples, quand puis-je croire un expert les yeux fermés et quand suis-je autorisé à le remettre en cause? Et le seul critère qui me semble pertinent, c'est l'honnêteté, en fait. C'est-à-dire, puis-je m'autoriser l'hypothèse d'une déconstruction de la parole d'expert? Je dirais oui, si le but est une compréhension plus humble du problème, sans préjuger de la réponse et fondée sur une connaissance raisonnable des autres points de vue. S'il s'agit effectivement de détourner le propos ou de l'occulter pour parvenir à des fins qui sont prédéterminées et qui correspondent à des convictions essentiellement arbitraires, alors vraisemblablement c'est une posture dangereuse. Peut-être qu'il va y avoir des réactions d'Étienne Klein, mais peut-être pour rebondir sur vous, on reviendra à la précédente question si vous le voulez bien, mais sur le rapport, je voudrais revenir sur le rapport naïf que nous avons, nous, le grand public, à la science. Et dans cette période de crise qui génère de l'incertitude, beaucoup de gens ont été déstabilisés, comme je disais en introduction, parce que justement, on est tellement habitué à entendre dans les publicités que la science c'est prouvé scientifiquement, tout le monde connaît cette formule, après chaque publicité pour des lessives. Est-ce qu'on n'a pas une mauvaise représentation collective? Et du coup, est-ce que la science dit le vrai? C'est la question que je vais poser à tous les deux, d'abord à Étienne Klein et je reviendrai vers Aurélien. Ben, c'est compliqué parce que la science, elle a un rapport avec la vérité qui est extrêmement ambivalent. On fait de la recherche, ça veut dire qu'on ne prétend pas avoir la vérité. En même temps, elle constitue l'horizon qui justifie la démarche de la recherche. Et en même temps, à mesure qu'on progresse, on établit des résultats qui donnent l'impression qu'on avance. En tout cas, on démasque, par exemple, des contre-vérités. Et donc, tantôt, les scientifiques ont des accents triomphalistes, parce qu'ils ont des résultats qui leur semblent vrais, et puis, dans d'autres circonstances, ils font preuve d'humilité, puisque précisément, ils sont à la recherche de réponses à des questions dont ils ne connaissent pas a priori les réponses. Alors, comme l'a dit Aurélien, les critères de la vérité n'ont cessé de changer au cours de l'histoire des idées, notamment au cours de l'évolution des réflexions épistémologiques. Et moi, je suis complètement d'accord avec lui. Quand on parle de relativisme, il faut préciser de quoi l'on parle. Et la définition à laquelle il se réfère, elle me semble parfaite. J'y adhère complètement. Simplement, ça justifie, à mon avis, qu'on change le mot. C'est que le mot relativiste a été, entre guillemets, victime de tellement de malentendus, a été la caution intellectuelle de tellement de façons différentes de comprendre la science, que c'est devenu un mot qui est victime d'une polysémie fulgurante qui empêche qu'on puisse l'utiliser sans à chaque fois préciser de quoi l'on parle. Et donc le mieux, ce serait peut-être de le remplacer ou bien de l'éclairer davantage comme Aurélien vient de le faire. Ensuite, je voulais dire, moi, je n'ai pas du tout une conception scolaire de la démocratie. Je pense qu'un citoyen qui revendique fièrement le fait d'ignorer la science et de ne pas s'y intéresser du tout est un citoyen exactement comme les autres. La démocratie, la République, c'est le primat de la conscience sur la compétence. On vote en France, même si on est illettré.
et on peut s'exprimer sur toutes sortes de sujets sans avoir besoin de justifier d'avoir passé un doctorat sur les sujets dont on parle. Et donc, on a le droit, sans dégrader son statut de citoyen, d'être complètement indifférent à la science. Le problème, c'est quand on devient en quelque sorte militant. Je vous raconte une anecdote, pour les mêmes raisons que celle dite tout à l'heure, à savoir que j'habite dans un quartier où beaucoup de manifestations commencent ou bien s'achèvent. Vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, dans beaucoup de villes, grandes villes autour de la planète, se déroulaient des manifestations de jeunes pour la protection du climat. Les jeunes manifestaient pour le climat, ce qui est parfaitement légitime, puisque ce sont eux qui vont vivre dans le futur le plus longtemps, en tout cas plus longtemps que nous. Et il se trouve que j'avais discuté avec une dizaine d'entre eux, élèves de terminale, élèves de Sciences Po, étudiants en première année d'université en sciences, etc. Ils m'avaient tous vraiment impressionné à l'occasion d'un café que nous avions bu ensemble, par leur maturité. Ils sont conscients des problèmes, ils ont une capacité d'argumentation qui est remarquable, en tout cas bien supérieure à celle que pouvait avoir ma propre génération à leur âge. Et j'avais été vraiment impressionné par oui, cette maturité dont ils faisaient preuve. Mais à la fin, je leur ai demandé qu'est-ce que c'est que l'effet de serre, qui est responsable du changement climatique. Et là, ils n'ont pas su me répondre. Ce qui n'est pas très grave, ils sont jeunes et ils ont le temps d'apprendre. Mais ensuite, j'ai joué aux climato-sceptiques. J'aurais présenté des arguments qui sont ceux des climato-sceptiques pour leur montrer que ce n'était pas si sûr, qu'il y avait tout lieu de douter. J'aurais par exemple dit on mesure les températures en degrés Celsius, mais si on les mesure en Kelvin, qui est l'échelle de température absolue, alors passer de 1 degré, d'augmenter la température au cours de ce siècle d'1 ou 2 degrés Kelvin par rapport à 300 Kelvin, c'est une augmentation relativement faible, etc. Et je voyais que j'arrivais à les convaincre. Autrement dit, quand on n'a pas de compétences associées à sa militance, d'une part, on est facilement manipulable, et d'autre part, on perd des arguments pour convaincre ceux qui, justement, doutent ou bien sont ignorants. Et donc, je pense que la pédagogie demeure nécessaire et ses ennemis les plus efficaces sont tous les biais cognitifs qui se sont manifestés pendant la pandémie, qui font que les paroles des scientifiques, et je parle des scientifiques qui essaient d'expliquer des connaissances. Je ne parle pas de ceux qui font semblant de connaître les réponses à des questions qui n'ont pas encore trouvé de bonnes réponses. Eh bien, ce qu'ils disent est parfois déformé et la réception qu'on fait des résultats scientifiques qu'ils présentent peut être très, très différente de ce qu'ils ont voulu dire. Il y a beaucoup d'incompréhension et je pense qu'il y a tout un travail de réflexion à faire sur la bonne façon aujourd'hui de faire de la vulgarisation. Il me semble que là, il y a des leçons à tirer parce qu'on a vu se décliner une forme d'échec collectif en la matière. Et je me demande comment on pourrait tenter de tirer les leçons de cet échec pour essayer de changer nos façons de faire. Je laisse réagir Aurélien Barraud. Oui, je suis comme toujours d'accord avec Étienne, mais pour le jeu du débat, je vais me permettre de nuancer, d'infléchir peut-être une proposition qu'il a faite concernant le vrai, considéré comme, non pas bien sûr, ça personne n'en doute, ce n'est pas l'état actuel des sciences, mais comme une sorte d'horizon comme ça, de ce vers quoi la science pourrait tendre. Alors là, je crois qu'il faut vraiment distinguer en effet les capacités prédictives de la science avec les capacités descriptives de la science. En termes de prédiction, ça me semble tout à fait correct. Il est clair que la relativité générale fonctionne mieux que la théorie de Newton, qui elle-même fonctionnait mieux que la théorie de Ptolémée, etc., pour décrire le mouvement des planètes. Donc on parvient à anticiper de façon de plus en plus précise les phénomènes, et si ce qu'on appelle vérité, c'est l'adéquation entre une prédiction théorique et une mesure expérimentale, il n'y a aucun doute, on s'approche de la vérité. D'ailleurs, on ne peut que s'approcher de la vérité, puisqu'une nouvelle théorie ne sera acceptée que si elle fait de meilleures prédictions que l'ancienne. Donc structurellement, la science tend vers la vérité. Alors ça, déjà, ça permet de répondre à beaucoup d'arguments effectivement anti-scientifiques, parce que
l'essentiel de l'utilisation quotidienne qu'on fait de la science, et en particulier en situation de crise, de pandémie, etc., c'est une utilisation pratique, en fait. On ne se demande pas quelle est l'ontologie du virus, on se demande comment se débarrasser de cette saloperie. Et de ce point de vue-là, incontestablement, la science est de plus en plus efficace et de plus en plus exacte par rapport à ce critère de vérité qui est l'adéquation entre ce qu'elle prédit et ce qui est effectivement observé. Mais on a un second sens qu'on pourrait dire plus fondamental, c'est-à-dire au sens vraiment de la description de ce qu'est le réel, qui est aussi bien sûr un enjeu fondamental dans la science, de se dire quel est fondamentalement l'être qui se cache derrière la matière de ce stylo, etc. Qu'est-ce que l'espace, qu'est-ce que le temps? Toutes les questions sur lesquelles Étienne Klein a écrit de fascinants ouvrages. Sur ces questions-là, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué de penser que la science se rapproche de la vérité. Pour une raison d'abord qui est bien connue en philosophie des sciences, qui est que lors d'un changement de paradigme, c'est-à-dire de système du monde, si vous voulez, d'agrégation de théories, on ne fonctionne pas par petite amélioration. On fonctionne généralement par réécriture totale du réel. C'est-à-dire que Einstein ne dit pas « il faut modifier un peu la force de Newton ». Il dit « la force de Newton n'existe pas ». Il y a autre chose à la place. Et lorsque la relativité générale sera un jour remplacée par une nouvelle théorie, peut-être la théorie des cordes ou quelque chose comme ça, eh bien, on ne va pas changer un petit peu la forme de l'espace-temps déformé d'Einstein. On va complètement réécrire la grammaire de ce que sont les entités fondamentales. Et donc, je pense que c'est très difficile de penser qu'on s'approche de la vérité parce que chaque pas, en quelque sorte, est un saut infini dans l'espace des descriptions possibles. Et donc, nous sommes en quelque sorte toujours infiniment loin du vrai et infiniment distants de la théorie précédente, à supposer d'ailleurs que le vrai existe. Puis il y a une seconde raison qui est peut-être un peu plus subtile que celle-ci, c'est que si on regarde, donc là la recherche, puisque ici je m'intéresse vraiment à l'aspect ontologique, eh bien le nombre, si vous voulez, la vision usuelle, c'est de se dire on a des théories concurrentes et puis les expériences vont permettre d'élaguer les théories fausses et puis à la fin, c'est comme les Highlanders, il n'en restera qu'un, c'est le bon modèle. Le problème, c'est que le bon modèle, on sait très bien qu'on ne l'a pas. Il ne fait pas partie des théories concurrentes. Il ne l'a jamais été jusqu'alors. Ça serait très présomptueux de supposer que justement aujourd'hui, nous avons dans notre sac de chercheurs la bonne théorie. Et donc, le problème, c'est que toutes ces théories seront élaguées, mais qu'au fur et à mesure qu'elles disparaissent, d'autres théories apparaissent. Et donc, en réalité, le nombre de théories concurrentes pour décrire le réel ne décroît pas avec le temps. Et ma conviction de plus en plus forte en réalité, c'est que le sens de la vérité en science, non pas pour ce qui est de la prédiction, j'insiste, où là c'est généralement très clair, mais pour ce qui est de la description, c'est en fait cette multiplicité de propositions qui sont simultanément justes, parce que mathématiquement cohérentes, parce qu'en adéquation avec l'expérience, parce que pratiquées par des experts compétents, quoique mutuellement exclusives. Et ça, si vous voulez, c'est structurel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire « oui, mais c'est une vérité transitoire, bientôt on saura laquelle est la bonne ». Mais non, c'est éternellement transitoire, parce que nous avons toujours une multitude de modèles en concurrence. Donc soit vous ne vous intéressez qu'à la théorie juste, avec un grand J, et en fait, vous récusez tout sens de la science, puisque nous ne l'avons pas, et vraisemblablement, nous ne l'aurons jamais, soit vous vous intéressez à cette vérité qui est temporelle, qui n'en est pas moins intéressante, et pas moins digne. Et à ce moment, je crois que la science a partie liée, en fait, avec la diversité, voire avec l'incohérence. Mais alors, évidemment, pas n'importe quelle forme d'incohérence, pas n'importe quelle forme de diversité. Tout cela est extrêmement contraint, naturellement. Alors, du coup, je me repositionne sur ce qu'on appelle les questions socialement vives, puisqu'on a évoqué le réchauffement climatique, on pourrait parler des EGM, et on a parlé de militantisme. Et dans la question auquel vous n'avez peut-être pas encore répondu, mais faut-il être expert pour justement être militant et participer à ces débats de société? Et tout à l'heure, Étienne Klein, vous avez commencé à parler de la vulgarisation scientifique. Vous êtes un vulgarisateur expérimenté, reconnu de tous, et pourtant, je vous ai entendu à plusieurs reprises remettre un peu en cause cette idée de mettre la science en culture. Ce fameux leitmotiv qu'on entend déjà depuis une trentaine d'années. Pourquoi ? Oui, alors c'est vrai que moi, depuis que je fais de la vulgarisation, j'entends dire cette phrase, il faut mettre la science en culture, avec cette idée que la culture du citoyen devrait comporter des connaissances en mécanique quantique, en virologie, etc. C'est-à-dire l'idée qu'il faudrait défendre une conception scolaire de la démocratie, comme je disais tout à l'heure. Et moi, je pense que c'est la démarche
inverse qui se montre efficace, en tout cas à mon niveau, c'est-à-dire il faut mettre de la culture dans la science. C'est-à-dire, il faut lui donner du goût pour que les gens aient le goût de la science. Il faut montrer, et c'est ce que vient de faire Aurélien de façon que j'ai trouvée magistrale, il faut montrer quel est l'objet de la science, son incapacité à résoudre les grandes questions ontologiques. Par contre, cette capacité assez remarquable de faire des prédictions, d'agir parfois comme un treuil ontologique, c'est-à-dire que pour ce qui est de la physique, on a pu, grâce à des équations mathématiques, prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. C'est quand même très spectaculaire, cette capacité de prédiction d'éléments qui se trouvent être présents dans le réel. Et je pense qu'il faut évidemment distiller des connaissances, mais aussi faire en sorte que nous ayons une meilleure connaissance de nos connaissances. Mes étudiants, par exemple, savent tous que la Terre est ronde, mais très peu savent dire comment on a su qu'elle est ronde. Tous mes étudiants savent que l'atome existe, mais très peu savent dire comment on a su que l'atome existe. Et d'ailleurs, l'atome qui existe n'est pas celui qui avait été pensé originellement par notamment certains philosophes grecs, 5 siècles avant Jésus-Christ. Et donc, il y a une très grande méconnaissance de nos connaissances, et ça, évidemment, fragilise le statut qu'elles peuvent avoir dans l'argumentation et la vie qu'elles ont dans la société. Ensuite, et ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Aurélien, je pense qu'on a compris que la science, certes, produit des connaissances, mais elle produit aussi une incertitude d'un type très spécial. C'est-à-dire que la science ne nous dit pas ce que nous devons faire des nouvelles potentialités qu'elle nous offre. Elle nous dit, par exemple, comment faire une centrale nucléaire, elle nous dit comment produire éventuellement des OGM, comment faire la 5G, etc. Mais elle ne nous dit pas si nous devons les faire. Et je pense qu'une société vraiment démocratique et vraiment républicaine, les deux mots ne se confondent pas selon moi, doit être un endroit où nous devons pouvoir décider en connaissance de cause du type de compagnonnage que nous souhaitons effectuer avec les nouvelles technologies. J'ai oublié de citer l'intelligence artificielle, les robots, les chatbots, etc., qui sont des enjeux dont l'importance est en train de croître de façon très, très rapide. Et la question, c'est comment organiser de tels débats. C'est-à-dire comment faire en sorte que les experts nous disent de quoi il s'agit, que la discussion démocratique puisse permettre de poser les bonnes questions, quelle est la part qu'on doit accorder à la décision politique, comment celle-ci doit-elle se manifester, etc. Il me semble qu'il y a là toute une ingénierie sociale à mettre sur pied. Je ne sais pas très bien comment le faire, mais ça me semble être devenu une sorte d'impératif collectif. J'ai pu assister ces dernières années à des débats organisés par la Commission nationale du débat public sur les nanotechnologies, par exemple, en 2009 et 2010, sur les déchets nucléaires en 2019. Et à chaque fois, j'ai observé que cela s'est très mal passé. Le public n'était pas présent et les véritables débats n'ont pas eu lieu. Il y a eu plutôt des affrontements, un peu de violence parfois, même de violence physique, et pas vraiment de débat au sens où j'entends ce mot. Et ben justement, enfin, par rapport à ce que vous dites, ça me questionne sur la place de la science dans la société à venir. Aurélien Barraud, vous disiez tout à l'heure en introduction que nous vivons une crise climatique, écologique sans précédent. Aujourd'hui, quand les scientifiques parlent de climat ou de biodiversité, le futur n'est pas réjouissant et l'idée de progrès est bien loin. Et du coup, ces perspectives sont pour nous tous anxiogènes et ne peuvent-elles pas entraîner le public vers d'autres vérités alternatives moins angoissantes, c'est-à-dire de mettre la science de côté au profit de d'autres vérités plus joyeuses? Écoutez, d'abord, moi, je dirais que ça m'agace un peu, non pas ce que vous dites, hein, bien sûr, mais cette histoire de vérités anxiogènes ou de climato-angoisse ou je ne sais quoi. Non, mais attendez, soyons sérieux. On n'est pas trop angoissé, on n'est pas assez angoissé. Bon, on est face à une menace existentielle directe. Qui, parmi nous dans cette salle, s'endort le soir avec la peur au ventre en pensant à la crise écologique? Personne. On a peur pour la santé de nos enfants, on a peur de perdre notre emploi, on a peur de ne pas pouvoir payer notre loyer. On ne s'endort pas avec une boule d'angoisse dans le ventre à cause de la crise écologique. On devrait, en réalité. Donc,
je trouve que le problème en ce moment n'est pas d'échapper à l'angoisse, c'est plutôt de développer l'angoisse. Nous ne sommes pas du tout inquiets à la mesure du problème. Alors, pour la question, excusez-moi, je reviens un instant, de la vulgarisation scientifique, moi je suis tout à fait d'accord avec Étienne, j'ai aucune idée originale ni miraculeuse, donc je crois que, voilà, il faut tenter, et je pense qu'il est le mieux placé pour avoir des pistes fructueuses en ce sens, mais avec un peu de provocation, je dirais quand même que par rapport aux grands enjeux de société, excusez-moi, je vais me faire des ennemis, mais tant pis, je le dis parce qu'il faut que quelqu'un le dise, on n'est quand même pas si mal lotis, les scientifiques. Bien sûr que j'aimerais, comme Étienne, comme vous et comme vraisemblablement tous les gens dans cette salle, que la science soit mieux comprise, que la science soit mieux aimée, que la science soit mieux enseignée, et que la science soit mieux pratiquée aussi, parce que nous ne sommes pas très nombreux en recherche aujourd'hui, c'est un domaine un peu sinistré. Nous sommes tous d'accord avec ça. Mais enfin, quand même, en tant que parents, on préfère que nos enfants soient bons en maths que bons en dessin. Donc, quand même, la science a déjà une posture quand même presque hégémonique dans la hiérarchie des valeurs de notre société. Je vais dire un truc extrêmement provocateur, mais pour être honnête, je le pense un peu, en fait. Donc, je vais m'autoriser à le dire. Moi, je crois que par rapport à la catastrophe écologique, que je pense être une méta-catastrophe, on a plus besoin d'artistes que de scientifiques. Bien sûr, il faut des scientifiques pour nous expliquer les problèmes. Bon, mais enfin maintenant, à moins d'être Donald Trump, on les connaît, les problèmes, bon, pour l'essentiel. Mais si on veut penser maintenant aux solutions, alors je suis désolé, mais ce n'est pas du tout un problème scientifique, c'est un problème axiologique, c'est un problème de valeur. Et je suis encore plus effaré par la place dérisoire qui est donnée à l'enseignement et à la pratique des arts, par exemple, dans les cursus scolaires, qu'à celle qui est donnée à la pratique des sciences. Enfin, on a là un espace de reconfiguration du réel. C'est exactement ce dont on a besoin. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Les gamins savent très bien que leurs parents se fichent des notes qu'ils auront en arts plastiques, donc ils ne les travaillent pas. Les professeurs sont dénigrés. Au conseil de classe, on ne leur donne jamais la parole, alors qu'en réalité, ce devraient être les acteurs majeurs d'une réappropriation d'un autre rapport au monde. Bon, ben, vous êtes gentil, ça ne mérite pas. Et cela, bien sûr, ne va pas à l'encontre de la science. Il ne s'agit pas de faire des arts à la place de la science. Ce n'est pas du tout incompatible, en fait, au contraire même. Et donc, je pense que, oui, comme vous le disiez, il faut certainement réenchanter une certaine vision de la science, mais alors il faut l'accepter effectivement pour ce qu'elle est. Et là, il y a aussi un très grand chantier. En biologie, par exemple, c'est un peu triste de voir une présentation en termes systémiques. Voilà, il y a des systèmes, des écosystèmes, des systèmes en interaction les uns avec les autres, avec des flèches, etc. Bon, c'est vrai, c'est intéressant, c'est pas erroné. Mais enfin, on ne parle plus d'éthologie. Voir un animal, comment il se comporte, ce qu'il aime, quels sont ses ressentis, quels sont ses affects, quelles sont ses attirances. C'est ça le rapport à l'altérité. On n'apprend pas ça à l'école. La magie de la chimie organique, on ne l'apprend pas vraiment non plus finalement. Alors c'est vrai que la mécanique quantique, tout ça, c'est compliqué parce que je vois très bien ce que veut dire Étienne, il a raison, ça peut aussi tout de suite donner lieu à des espèces de délires New Age qui existent et qui sont très probablement pernicieux et condamnables. Donc tout ça est un peu compliqué, la critique est aisée. Je n'aimerais pas être à la place d'un prof de collège ou de lycée qui doit faire le travail. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il faudrait faire, mais il me semble que le chantier, en fait, est encore plus large que celui qu'on évoque. Alors justement, pour compléter, Étienne, comment peut-on réenchanter la science? Je trouvais que le terme est un peu désuet, mais il reprend du goût en ce moment. Peut-on mettre la science en récit pour captiver le public et lui redonner de l'intérêt? Ben, le mot réenchanter, là, je ne suis pas sûr qu'il me convienne. En tout cas, j'ai pas très envie de le revendiquer. Il ne s'agit pas de la réenchanter. Il s'agit de, parfois, sur certains problèmes, montrer qu'il y a en effet ce que j'ai appelé hier, je crois, dans mon intervention, un érotisme des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont vraiment passionnantes. La naissance des idées, l'élaboration de certaines théories, c'est des choses qui sont passionnantes. Par contre, moi, je ne me sens pas autorisé à proclamer que l'intérêt qu'on doit y porter est obligatoire. Comme je le dis, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut se montrer indifférent à tout cela. La seule chose que je peux dire qui va dans le sens de dans votre question, c'est que quand j'ai commencé à faire de la vulgarisation, c'était une ambition
disons, de type intellectuel. Hein. C'est-à-dire, je pensais que, enfin, je découvrais plutôt qu'en physique, il y a quand même de très belles histoires, il y a des belles idées, il y a des beaux concepts, il y a des beaux personnages, il y a des beaux problèmes, et que ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre des études sur ces matières doivent pouvoir être mis en contact avec ces questions, quitte à les délaisser si elles ne les intéressent pas, mais en tout cas, la mise en contact doit être proposée. Et aujourd'hui, j'ai un engagement qui est beaucoup plus politique, c'est-à-dire que je pense que le fait que la culture scientifique soit malmenée crée beaucoup de manipulations et empêche qu'il y ait des débats démocratiques sur l'usage que nous voulons faire des nouvelles technologies. Et je suis, disons, étonné du fait que quand quelqu'un dit une énormité scientifique, alors je suis bien d'accord qu'il n'y a pas de vérité scientifique au sens propre du terme, c'est un mot beaucoup trop fort. Par contre, il y a des choses dont on sait qu'elles sont fausses. On peut identifier des contre-vérités. Eh bien, ceux qui les disent avec beaucoup d'aplomb ne sont pas sanctionnés. Aurélien a parlé de Donald Trump, c'est quand même un cas extraordinaire. Alors, et il n'a pas été réélu, certes, mais en tout cas, son crédit a survécu à ces années de présidence, alors que il a pu dire un nombre. C'est même pas qu'il a dit des mensonges, hein, c'est plutôt ce que les Américains appellent du bullshit, c'est-à-dire une indifférence à la vérité. Un menteur, c'est quelqu'un qui sait qu'il ment. C'est-à-dire un menteur, c'est quelqu'un, sauf s'il est mythomane, qui connaît la vérité. Il ne l'honore pas, mais il la connaît. Donald Trump, lui, c'est pas tellement qu'il ment, c'est qu'il dit n'importe quoi. Et moi, je suis un peu effrayé de constater que de tels personnages puissent avoir des pouvoirs semblables à celui qui a eu pendant plusieurs années ce président-là. Ça me glace. Notamment pour résoudre, par des décisions politiques courageuses, les défis écologiques que Aurélien a rappelés. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Étienne. Je pense qu'il est temps quand même qu'on se dise, on n'est pas obligé de le faire. On n'est pas obligé de donner le feu nucléaire à un déficient mental. Il faut quand même qu'on se rende compte que le sérieux aujourd'hui, je crois, c'est la remise en cause. Pas de tout, pas n'importe comment. Hein. Ce n'est pas effectivement le scepticisme généralisé, parce que ça, c'est nihiliste. Mais c'est quand même la remise en cause de ce dont on a des certitudes presque inévitables du caractère mortifère. Bon. Et vous voyez, quand je discute avec des économistes qui me disent « oui, mais il y a des réalités économiques », c'est faux. C'est faux. Il y a des conventions économiques. Ce n'est pas des réalités. Si vous avez une dette envers quelqu'un, vous dites « allez, j'oublie ta dette ». C'est fini. C'est performatif. Par un acte de langage, en 3 mots, vous avez résolu le problème de la dette. Elle n'existe plus. L'économie, rien n'est plus facile à modifier. Quand on parle des réalités climatiques, des réalités biologiques, des réalités médicales, des réalités géologiques, là, on ne peut rien faire. Comme dit Étienne tout à l'heure, même si démocratiquement, on considère que le CO2 a diminué, eh ben, il n'empêche qu'il aura quand même augmenté. On n'a pas un pouvoir d'action sur la quantité de CO2. On a un pouvoir d'action immédiat sur le cours relatif des monnaies, enfin sur pratiquement tout ce qui relève de l'économie, c'est-à-dire de conventions. Et donc, c'est très étonnant de faire face à la chétivité de notre capacité déconstructive sur ce qui relève de conventions, alors même qu'on se croit en droit de revoir des vérités qui sont pratiquement, effectivement, impossibles à déconstruire, puisqu'elles relèvent de phénomènes qui nous dépassent. Et en effet, le point que je trouve très, très compliqué en fait, dans ce qu'a évoqué Étienne, et vis-à-vis duquel moi je me sens en grande difficulté, c'est en effet de s'autoriser à corriger les énormités scientifiques, parce que Dieu sait qu'on en entend et Dieu sait qu'il faut le faire, on ne peut pas laisser passer ces mensonges éhontés, mais comme il l'a fait remarquer, ce ne sont pas forcément des mensonges, ça peut être aussi grand n'importe quoi délibéré. Et en même temps, je dois reconnaître que je suis aussi un peu irrité par le fact-checking, par exemple. Vous savez, c'est cette grande mode où n'importe quoi, dans n'importe quel débat, quelqu'un parle et derrière, des scientifiques ou des pseudo-scientifiques vont pouvoir fact-checker. Mais ça, c'est compliqué, parce que si on parle du nombre de personnes dans la pièce, il n'y a aucun problème, on peut compter, et si on n'est pas stupide, on va se mettre d'accord sur le nombre de personnes de la pièce, et ça, on peut le fact-checker. Et quelqu'un qui dirait que 10 000 personnes étaient présentes aujourd'hui serait un menteur. Voilà. Ça, c'est clair. Mais dès qu'on parle de choses subtiles, c'est pas facile de fact-checker, parce que parler, par exemple, de la dangerosité du nucléaire,
Bien sûr, on peut fact-checker que les émissions de CO2 du nucléaire sont négligeables. Et c'est vrai. Et même si beaucoup de gens croient encore que le nucléaire émet beaucoup de CO2, c'est une contre-vérité scientifique. Ça, c'est clair, on peut le fact-checker. Mais la crainte avec le nucléaire n'est pas celle-là. Elle est autre, elle est justifiée ou injustifiée, on peut en débattre. Mais la crainte du nucléaire, ce n'est pas les émissions de CO2, c'est autre chose. Bon, c'est autre chose liée probablement à la stabilité géopolitique à long terme, au lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, etc. On peut tout à fait en débattre et considérer que c'est anodin ou que c'est extrêmement grave. Mais c'est là que porte le débat. Donc si on fact-check sur une version atrophiée de l'inquiétude, en réalité, on ment presque autant que celui qui aurait dit n'importe quoi. Et là, je n'ai pas de solution simple, en fait, face à ce terrible problème qui est effectivement de corriger les énormités sans se croire pour autant autorisé à un dogmatisme qui serait fondamentalement anti-scientifique. Alors, comme on avance dans le débat, je rapporte une petite note peu optimiste. Je lisais, il y a une enquête qui a tout juste 10 jours qui a été réalisée par l'Université de Lorraine. Donc, ce n'est pas la même que celle que vous évoquiez, Étienne Klein, tout à l'heure. Celle-ci concerne la confiance en la science. Et 84% des Français lui font confiance, contre 88% il y a 20 ans. Donc, on peut dire qu'on est dans la même dynamique. Et n'y a-t-il pas là une belle opportunité, justement, pour redonner confiance en la science? Et est-ce que c'est là le problème, c'est de donner confiance en la science et d'accepter tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ce doute, ce scepticisme, que, comme vous le dites, j'ai perdu le nom, clairvoyant, enfin, pas ce scepticisme complotiste, Étienne Klein. Et c'est pas la même question, hein. Le sondage que vous venez de citer, c'est confiance des Français dans la science, alors que celui dont j'ai parlé, c'est confiance des Français dans la parole des scientifiques, ce qui n'est Tout à pas fait, tout oui. à fait la même chose. C'est pas le même, ouais. Et donc, est-ce que ça veut dire que les Français sont confiants dans les capacités de la science à résoudre les problèmes de la science ou des technologies, hein? Est-ce que c'est ça que ça veut dire, ou est-ce qu'ils ont confiance dans le fait que les scientifiques qui parlent disent ce qu'ils savent honnêtement, sans trop de biais, etc. Je ne sais pas. Donc, je n'ai pas de commentaire parce que je pense que l'interprétation de ce sondage est difficile à faire parce que les informations qui lui sont liées, pour moi en tout cas, sont incomplètes. Aurélien, je me sentais pareil. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Étienne. Et puis finalement, bon, je joue le rôle du provocateur, on aurait presque envie de répondre, on s'en fout des sondages finalement. C'est pas tellement important parce que moi, si on me demande si j'ai confiance effectivement dans la parole de mes collègues physiciens des particules ou cosmologistes, la réponse est évidemment oui. Je ne connais pas de menteur, en tout cas pas de menteur avéré et réitéré. Si on me demande est-ce que j'ai confiance en la science pour résoudre le problème écologique, la réponse est clairement non. Je pense que c'est même extrêmement grave de croire qu'on va avoir une sorte d'idée géniale alors qu'en fait c'est juste un problème de valeur. Je veux dire, si on trouve demain une technologie pour raser la forêt sans émettre de CO2, à la fin on aura quand même rasé la forêt. Et c'est pas une question scientifique, c'est une question de savoir la forme du monde dans lequel on veut vivre. Et donc je pense en effet que la question n'est pas suffisamment correctement posée pour qu'on puisse se réjouir ou s'inquiéter de la réponse. Oui, le mot croire, il peut se décliner de diverses façons. Il y a croire que, croire à, croire en. C'est des sens assez différents. Et donc, il s'agit de dire qu'on croit que la science a raison, on croit en la science, on croit à la science. C'est, à mon avis, des choses assez différentes qui sont symboliquement sollicitées dans ces phrases. J'aimerais bien passer la parole à la salle, mais peut-être avant ça, j'ai une question pour tous les deux. Est-ce que cette pandémie a remis à plat la place de la science dans la société? Est-ce qu'on va l'appréhender différemment? Est-ce qu'on va écouter différemment le scientifique? Ou comme vous l'évoquiez un petit peu au départ, tout sera comme avant, après la crise? J'aimerais bien avoir votre avis à tous les deux. Mais moi, je crois que cette pandémie n'a rien remis à plat du tout. Absolument rien, en fait. Tout est exactement comme avant. Elle nous a juste montré une chose, c'est la résilience de notre système politico-économique. Voilà. Donc, je ne crois pas du tout que quoi que ce soit d'important se soit passé, et il ne me semble pas non plus que ce soit le cas sur cette question. Étienne Klein, sur la remise à plat de la science dans la société. Alors, moi, je suis d'accord avec Aurélien. J'ai juste une petite nuance, c'est que il me semble que nous avons collectivement appris que cette affaire de pandémie était
diablement compliqué. Nous avons augmenté notre compétence à son sujet, nous avons appris des choses à propos de ce qu'est un virus, comment il se propage, ce que c'est que l'ARN. Tout le monde ne le sait pas, mais en tout cas, il y a quand même une augmentation de nos compétences qui a été induite par l'évolution de l'épidémie, et on fait preuve d'un peu moins d'arrogance au début. Et donc, ça, c'est l'aspect positif des choses. À mesure que le temps a passé, nous avons gagné en compétences collectivement et nous avons perdu en arrogance. Et j'espère que ça fera jurisprudence pour d'autres débats à venir. Merci. J'ai entendu à plusieurs reprises des réactions dans la salle. Donc maintenant, il est le temps de vous passer la parole. Il y a un micro qui va circuler. Donc la consigne sanitaire, c'est de ne pas prendre le micro avec les mains. Simplement, on va vous le tendre. Si c'est possible, éventuellement, de rallumer la salle pour voir les mains qui vont se lever. Bonjour Antonio Giuseppe. Qu'est-ce qui nous a manqué, nous, hommes simples, pour accéder à la science? Même sans avoir fréquenté les bancs d'études. Pourtant, j'ai suivi des nombreuses conférences sur YouTube. Mais est-ce que c'est un problème personnel ou un problème de groupe? Je ne suis pas sûr d'avoir très bien entendu. Vous voulez savoir ce qui vous manquait à vous pour accéder à la science? C'est ça la question? Oui, oui. Écoutez, c'est très difficile de répondre, mais je ne sais même pas ce que veut vraiment dire accéder à la science, hein, puisque en réalité, vous savez, on est tous en perpétuel réapprentissage même de notre propre domaine. Donc, non, je pense que chacun, enfin, je crois que c'est très bien que les modes d'accès au savoir ne soient pas du tout uniformisés. Je pense que quand Étienne Klein explique quelque chose, il ne l'explique pas comme moi, Carlo Rovelli non plus, Jean-Pierre Luminet non plus, et c'est plutôt, je crois, une manière comme ça de proposer différentes perches finalement que chacun peut saisir en fonction à la fois de ses compétences, de ses appétits et aussi de ce qu'il a envie d'étudier, parce que je suis tout à fait d'accord avec Étienne qu'on peut être un citoyen responsable et raisonnable tout en ignorant la science. Moi, j'aime pas le football, mais c'est pas grave, je suis quand même un citoyen à part entière. Donc on n'est pas obligé de tout aimer et de s'intéresser à tout. Et voilà, je pense que c'est important qu'il y ait une diversité de propositions. Et si après vous me dites que vous n'avez pas accédé à ce vers quoi vous tendiez, vraisemblablement c'est une responsabilité commune. Voilà, peut-être vous n'êtes pas allé vers les bonnes personnes, et puis peut-être ceux qui vous ont fait des propositions n'ont pas été à la hauteur de leur désir. Bonjour, je fais le lien entre la confiance en la science et la défiance envers la parole des scientifiques. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas émerger un conseil scientifique? Évidemment, je fais l'allusion à celui du Covid, mais de manière plus générale, qui permettrait de s'inscrire dans le temps long, se dépolitiser. Vous avez cité l'énergie, qui est par définition quelque chose qui s'inscrit dans le temps long, et qui permettrait, comme le Conseil constitutionnel, d'être gardien du temple, un petit peu sur ces questions de comment les nouvelles technologies entrent dans nos vies, les usages qu'on peut en faire, quelle vision du long terme, etc. Qu'est-ce que vous voyez émerger comme conseil scientifique, vous? Étienne Klein, je crois que vous allez réagir. Écoutez, c'est une question délicate parce qu'il y a toutes sortes qui existent, il y a des académies, il y a des sociétés savantes, etc. Donc, ces structures-là existent déjà. Par contre, je pense que quand il y a une crise qui donc oblige le pouvoir exécutif à prendre des décisions, parfois en méconnaissance de cause, avec des scientifiques qui disent au pouvoir, voilà ce que nous savons, voilà ce que nous ne savons pas, voilà les questions que nous nous posons. Je pense qu'il est important d'avoir une structure collective. Et ce qui a manqué peut-être pendant la crise, ce sont des scientifiques qui interviennent publiquement pour dire « nous savons que » et nous nous demandons si, c'est-à-dire qu'ils expriment une parole qui est collective, qui a été préalablement soumise à des critiques internes et qui trouve une forme qui fait autorité, ou en tout cas, peut-être pas autorité, mais en tout cas consensus. Et on pourrait citer, même si cette définition est critiquable, Karl Popper, grand philosophe des sciences, disait « La science, c'est la collaboration amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir ». C'est-à-dire qu'un scientifique, normalement, même si sa façon d'expliquer les choses peut être personnelle, dans les situations de crise, doit dire des choses qui ont été préalablement discutées de façon collective. Autrement dit,
il faudrait en effet des conseils scientifiques avec un porte-parole ou plusieurs porte-paroles afin de ne pas succomber à la tentation de la multiplication des prises de parole. Moi, j'étais en Allemagne, hein, je ne sais pas si je l'ai dit hier lors du précédent débat, mais au mois de juillet 2021, j'étais en Allemagne et j'ai pu assister à la télévision à une conférence de presse de Angela Merkel, qui était toute seule, hein, elle n'était pas accompagnée de ministres ou de conseillers scientifiques, qui donnait des cours aux Allemands sur scale exponentielle et qui, lorsqu'elle justifiait une décision qu'on allait prendre soit dans les Länder, soit au niveau gouvernemental, disait, voilà, les scientifiques m'ont dit que. Elle ne disait pas monsieur machin ou monsieur bidule, les scientifiques. Et ça a sans doute joué un rôle important dans le fait que la confiance dans la parole des scientifiques en Allemagne n'a pas baissé pendant la pandémie, alors que, comme je l'ai rappelé, elle s'est effondrée en France. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose. Bon, le terme de gardien du temple est un peu embêtant quand même. Hein. Bon, ça, moi, j'y souscris pas du tout. C'est un temple en perpétuelle reconfiguration, donc c'est précisément pas un temple en fait, c'est un chemin. Mais le problème d'une structure comme celle que vous évoquez, à mon sens, c'est qu'il faudra lui poser des questions très modestes. Si effectivement on se demande combien de degrés de réchauffement climatique on aura pour tant de tonnes de CO2 émises avec des barres d'erreur, des intervalles de confiance, on aura une réponse claire. Mais si on pose une question plus large, par exemple, les nanotechnologies sont-elles dangereuses? Par exemple, la 5G est-elle dangereuse? On ne peut pas avoir de réponse. Parce que la 5G est-elle dangereuse? J'ai entendu du fact-checking où la réponse était faite en disant « Mais non, c'est pas dangereux du tout, les ondes ne sont pas dangereuses pour la santé. » Ce que je crois être vrai. Et c'est pas du tout ça le problème de la 5G. C'est pas les ondes qu'elle émet, c'est la surconsommation qu'elle induit. Donc le problème, c'est que dès qu'on parle de choses compliquées, la réponse scientifique va être tributaire d'une interprétation politique. Et donc, moi, je crois qu'il faudrait plutôt se réapproprier avant tout la question politique, plutôt que de se créer des nouvelles structures consultatives qui, de toute façon, ne serviront à rien. À mon avis, l'initiative la plus intéressante de ces dernières années, c'était la Convention citoyenne. Pour une raison très simple, c'est que les hommes et femmes politiques veulent être réélus. Or, les échelles de temps qui permettraient des progrès considérables dans notre compréhension du vivant ne sont pas les échelles de temps qui permettent d'être réélus. Donc un homme ou une femme politique n'a aucun bénéfice à prendre des décisions courageuses pour l'avenir de la Terre parce que les éventuelles conséquences positives se feront après le moment où il ou elle veut être réélu. La Convention citoyenne, c'est intelligent parce que ce sont des gens tirés au sort qui n'ont aucun intérêt personnel à être populaires. Mais évidemment, ça a tourné à la tartufferie, parce que pour que ça fonctionne, il faudrait que cette convention, à mon avis, non pas permette directement de faire des propositions à l'Assemblée, mais soit même dotée d'un pouvoir constitutionnel, ce qui, bien sûr, demanderait une révision très profonde de notre loi. Il y a des questions par là-bas. Et le temps que le micro arrive, je précise que cette convention avait interagi avec des experts. Ce n'est pas un sondage. Ce n'est pas prendre 150 personnes au hasard et leur dire « Que pensez-vous de cette question ?» Avant de se prononcer, ils ont été mis en contact avec de nombreux experts du domaine. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et à la fin, croyez-moi, les membres de la commission en savaient beaucoup plus que la grande majorité des dirigeants politiques sur la question sur laquelle ils se positionnaient. Et donc, c'était épistémiquement, je trouve, légitime. Bonjour. Ma question, ça porte sur le dénominateur commun qu'on peut mettre à notre rapport au réel. Et je pense par là, enfin la question simplement posée, c'est qu'est-ce qu'on peut dire à un ami qui a dérivé dans le complotisme à l'extrême, et qu'est-ce qui peut nous rapprocher et faire en sorte qu'on se base sur des choses communes? Étienne Klein. Je ne sais pas répondre à cette question, je me la pose moi-même. Hein. J'ai des amis qui sont devenus complotistes, en effet, et la question est de savoir comment parvenir avec eux à faire monde commun, c'est-à-dire à faire société même. Si vous avez des amis qui pensent que la Terre est plate, ce qui est après tout autorisé, ce n'est pas du tout un délit de penser que la Terre est plate, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous êtes dans le même monde qu'eux? Et les complotistes que je connais sont des gens qui utilisent des arguments scientifiques, qui ont même une forme d'hyper-rationalité qu'ils appliquent à un monde réduit. Ils minimisent le nombre de causes, tout devient explicable, ce qui, d'un point de vue intellectuel, peut être très reposant.
Et puis surtout, ce sont des gens, et je parle uniquement de ceux que je connais, je n'ai pas du tout d'analyse globale du complotisme, qui revêt des formes extrêmement différentes, mais ce sont des gens qui inversent la charge de la preuve. Hein. C'est-à-dire que si vous leur demandez comment pouvez-vous prouver qu'il y a eu un complot, ils vous demandent de prouver qu'il n'y en a pas eu, ce qui est évidemment impossible. Et donc, c'est très, très difficile de les convaincre. La seule méthode que je connaisse, c'est de les inviter en faisant preuve de beaucoup de patience, à déployer la suite de leurs arguments, pour qu'eux-mêmes constatent que parfois, il y a des grands trous explicatifs qui viennent combler par une hypothèse dont ils n'ont pas forcément conscience. Mais c'est très long, je ne l'ai pas fait avec beaucoup de personnes, à vrai dire, et je ne suis donc même pas sûr que cette technique, qui est très chronophage, fonctionne. Je pense que le complotisme ou l'adhésion au complotisme est parfois une technique inconsciente pour se renarcissiser, avec l'impression que le système nous a oubliés ou ne nous a pas considérés à notre juste valeur. Et donc, en feignant de penser qu'on a compris comment le système fonctionne, on se met au-dessus du système, on se narcissise de cette façon, et ça permet de supporter bien des souffrances ou des ressentiments qu'on a pu accumuler autour de ça. Mais je n'ai pas de théorie générale du complotisme, j'insiste là-dessus. Ce que je viens de vous dire se base uniquement sur des interactions que j'ai pu avoir ces derniers mois avec 3 personnes, seulement 3, donc ça n'a pas du tout de valeur statistique. Aurélien, quelques pistes sur ce sujet? J'ai pratiquement rien à ajouter. Moi, je ne sais pas non plus. Peut-être juste 2 pistes, enfin pas 2 pistes, mais 2 éléments supplémentaires. D'abord, ce qui complique les choses, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier que parfois ça existe, les complots. Donc ça rend tout compliqué, parce que complotisme, si c'est voir des complots partout, évidemment c'est insensé, on sait bien ce qu'on entend derrière ce terme, et bien sûr je pense comme Étienne que ces gens doivent être infirmés dans leurs convictions. Mais il y a quand même parfois des complots. Ça fait très longtemps que je n'avais pas lu Le Monde diplomatique. Depuis quelques mois, je me suis remis à lire régulièrement Le Monde diplomatique. Et quand on voit quand même le cynisme, c'est pas du complotisme, mais le cynisme d'un certain nombre de structures étatiques sur des faits avérés, on peut comprendre aussi qu'il y a une certaine défiance. Donc la question, évidemment, est de placer le curseur au bon endroit, et là encore, de ne pas tomber de la défiance légitime vers la défiance systématique, qui est effectivement un début de nihilisme. Et l'autre élément que je voulais ajouter, qui est un peu politiquement incorrect, c'est qu'il y a le temps pour convaincre et il y a le temps pour combattre. Voilà. Moi, je pense aussi que quand quelqu'un... Écoutez, imaginez quelqu'un, effectivement, dont le passe-temps est de tuer des gens. Vous pouvez essayer de le convaincre que c'est une mauvaise chose, et puis au bout d'un moment, vous le mettez en tôle, quoi, parce que ça suffit. Bon, moi, je pense que les gens aujourd'hui qui veulent surpolluer, ou je ne sais pas, ou qui mettent en danger leurs proches parce qu'ils sont malades, etc., bon, pendant un temps, il faut les convaincre, pendant un autre temps, il faut les arrêter. Il y a des questions de ce côté-là du chapiteau. Oui, pardon. Oui. Bonjour. Je me disais qu'effectivement, tout le monde ne peut pas être scientifique. Tout le monde ne peut pas être capable de voir quel est un gourou, quel est celui qui dit ce qui pourrait être la vérité. Et ce qu'il faudrait apprendre, c'est l'éveil à la curiosité. Apprendre aux gens à savoir par eux-mêmes, aller chercher, enfin aux gens et surtout aux enfants, je pensais, qui sont gorgés d'écrans et de choses toutes faites, d'aller chercher par eux-mêmes ce qui pourrait être les éléments pour se forger une opinion. Étienne Klein. Je ne sais pas quoi répondre, à vrai dire. Hein. Se forger une opinion, justement, moi, j'ai la naïveté de penser qu'une connaissance, ce n'est pas exactement la même chose qu'une opinion qu'on s'est forgée. Je suis bien d'accord pour dire qu'une connaissance n'est pas l'expression de la vérité, mais c'est, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la bonne réponse à une question bien posée. Et ce qui me paraît important, c'est quand c'est nécessaire, de savoir démontrer ou de savoir étudier comment cette connaissance est construite dans l'histoire des idées et a acquis ce statut de connaissance. La curiosité, est-ce que... Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est curieux, mais que la curiosité, elle peut être happée par toutes sortes de systèmes, par les écrans, par exemple, qui justement essaient de capter en permanence votre attention en s'appuyant sur le fait que vous êtes quelqu'un de curieux. Mais
cette curiosité peut vous conduire au contraire à une forme d'enfermement dans des communautés numériques qui sont des lieux où on va vous proposer des choses qui sont dans le sens de ce que vous attendez, et ainsi vous installer dans une sorte de silo cognitif. Donc moi je dirais de la curiosité que c'est la même chose que l'esprit critique, hein, c'est-à-dire que c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Le bon esprit critique, c'est celui qui provoque nos pensées avec des arguments qui pourraient les contredire pour voir si elles sont capables de développer une argumentation qui puisse répliquer à ces attaques. C'est donc dire non à sa pensée, comme disait un philosophe bien connu. Et le mauvais esprit critique, c'est celui qui critique tout au motif qu'il y aurait une sorte de primauté du sujet, de son ressenti, qui lui permettrait de juger ce qu'il faut penser de n'importe quel sujet sans tenir compte de ce qui est su à son sujet, à son propos. Je me suis mal exprimé, je m'excuse, c'est lié à la fatigue. Mais voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur la curiosité, qui est certainement une bonne chose, mais elle n'est pas suffisante parce que la pensée fonctionne bien si elle rencontre la pensée des autres et ne suit pas simplement son propre itinéraire. Aurélien, vous voulez compléter? Non? Une autre Je suis question? entièrement d'accord avec Étienne. Oui, bonjour. Comment pensez-vous que nous puissions gérer l'influence des lobbies sur les scientifiques? Aurélien? Alors ça, c'est une question sociétale qui est subtile et sur laquelle je suis essentiellement incompétent parce que moi, je fais de la physique théorique, je travaille essentiellement sur la gravité quantique. Alors ça, les lobbies s'en fichent, mais vous n'imaginez même pas à quel point. Donc moi, alors vraiment, il n'y a aucun groupe de pression pour privilégier la théorie des cordes face à la gravité quantique à boucle. Donc on est assez tranquille de ce côté-là parce que les industriels nous fichent la paix. Sur des sujets un peu plus d'un peu plus grande importance civilisationnelle, au moins en termes concrets, bien évidemment, ces groupes de pression existent. Je ne pense pas, mais peut-être Étienne me contredira, je n'ai pas d'éléments vraiment d'analyse en tête, mais je ne pense pas que les lobbies aient une très grande influence sur les scientifiques eux-mêmes. Il y a des contre-exemples, hein, on a parlé du tabac tout à l'heure, il y a quelques scandales qui sont bien connus, mais je pense quand même que ça relève de phénomènes relativement marginaux. En revanche, là où je crois les lobbies jouent un rôle considérable, bien sûr, c'est dans la manière ensuite dont le pouvoir politique s'approprie ou non les résultats scientifiques, puisqu'il y a généralement une diversité, bien sûr, de conclusions scientifiques en fonction des hypothèses, des échantillons, etc., sur le type de résultat qui sera mis en valeur, sur celui que l'on va utiliser ensuite à des fins décisionnelles, etc. Donc, alors, je crois que ce problème existe, je pense que vous avez raison de le souligner, mais je ne voudrais pas non plus qu'on en fasse un épouvantail, parce que c'est un peu facile, si vous voulez, de se dire, nous, le peuple, on sait ce qu'il faudrait faire, et on ne parvient pas à nos fins parce que les méchants lobbies accaparent en quelque sorte le pouvoir décisionnel du politique. Je pense que ce n'est pas très vrai, ça, en fait. Je ne sais pas ce que vous dites, hein, mais je caricature. Mais je pense qu'en réalité, si l'opinion publique était vraiment préoccupée par un certain nombre de grandes questions, les politiques les traiteraient. Hein, ils sont là pour être aimés, finalement, et pour être réélus. Donc, le problème des lobbies existe, mais il n'empêche que je crois que c'est parfois une façon peut-être un peu facile de ne pas faire face à nos propres responsabilités, qui me semblent être plus importantes encore que celles des lobbies dans l'inaction politique. Étienne, une réaction sur les lobbies? Non, je suis d'accord, hein. Mais je peux quand même citer John Locke, que j'évoquais dans David Hume, pardon, que je citais tout à l'heure. Ce qu'il dit dans le texte que j'ai commencé de dire tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas considérer que la vérité soit quelque chose qui va priver le peuple de liberté. Au contraire, il explique que le peuple peut toujours se réclamer de la vérité pour contester un pouvoir qui l'anime. Et donc, s'il est avéré qu'un pouvoir est sous la pression de lobbies qui manipulent des mensonges, ou qui disent, par exemple, la science et le doute, qui est un des vecteurs d'entrée principaux que les lobbyistes utilisent pour faire que le pouvoir politique les suive, eh bien, on finira par le savoir et on pourra se réclamer du vrai pour contester les pouvoirs qui ont nié la vérité ou qui s'y sont opposés par des mesures qui
leur ont été imposées. Je n'ai pas grand-chose d'autre de plus. Enfin, le temps passe très vite, on va prendre la dernière question. Bonjour Monsieur Klein, bonjour Monsieur Barraud. Merci pour cet après-midi. Alors moi, je ne suis pas du tout expert du climat. Par contre, je suis père de 2 enfants. Je suis assez angoissé de l'avenir. Et je voulais savoir comment, en tant que parent, on peut générer un mode de pédagogie complémentaire à celle de l'école pour essayer de préparer au mieux leur avenir. Aurélien ? Je commence. Bon, écoute, je ne sais pas. Hein. Je suis moi aussi père de 2 enfants, donc si j'avais une réponse évidente, je la mettrais en pratique. Moi, il me semble, bon, sur les aspects climatiques, écologiques, biodiversité, etc., l'enseignement a fait des progrès quand même. Hein. Il ne faut pas non plus effectivement ne se faire qu'annonciateur de mauvaises nouvelles. Moi, je trouve qu'il y a une sensibilisation à ces questions. Mais si au-delà de la connaissance, on s'intéresse maintenant à la performativité, on se demande qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de continuer à disposer d'un monde vivable. Pour moi, l'essentiel, le nerf de la guerre, ce n'est pas les petits gestes, il faut les faire hein, sans doute, etc. Mais c'est vraiment de s'interroger sur ce que l'on veut. C'est-à-dire que c'est très facile, l'inertie. Les enfants sont pris dans un flux inertiel, comme nous le sommes nous-mêmes hein, d'ailleurs. Et donc, on a la 4G, on veut la 5G, et la 6G, vous savez, est déjà presque prête, hein, etc. Et on veut la nouvelle PlayStation, et on veut la dernière version d'Instagram, et finalement, on discute pour que ce soit Snapchatisable, etc. Et la question, à un moment, c'est pas de se dire tu dois te brider parce qu'attention, ce mode d'être a peut-être des... Non, c'est de se demander est-ce que c'est ce que tu veux ? Quand on sait que tout n'est pas compatible avec tout, en réalité, quand on sait que nos choix ont des conséquences, c'est-à-dire que le temps qu'on passe effectivement sur Facebook, qui peut être en partie intéressant d'ailleurs, hein, c'est indéniable, c'est du temps que l'on ne passe pas dans un livre, c'est du temps que l'on ne passe pas à essayer de comprendre les quelques éléments encore de reconnaître, je ne sais pas moi, les quelques chants d'oiseaux qu'on entend dans notre environnement, etc. La question, je trouve qu'il faut poser aux enfants, c'est est-ce que tu es sûr de ton choix ? Est-ce que tu as compris que tu avais le choix ? Et je trouve que ça, c'est déjà énorme, en fait, de se dire que cette espèce de dérive inertielle, parce que ça, en revanche, je trouve ça incroyable, qu'on ose, y compris, par exemple, le président du MEDEF, présenter comme un progrès, voilà, l'arrivée de technologies débilitantes, addictives, extraordinairement énergivores dans le quotidien des enfants, c'est un mensonge éhonté. Et moi, je trouve que ce qu'il faut demander aux enfants, c'est pas leur interdire à tout prix l'accès à ça. D'ailleurs, moi-même, j'ai un téléphone portable. Bon, c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? Est-ce que tu es sûr que tu as fait ton choix en connaissance de cause et en intégrant ses conséquences ? Comme manger de la viande, par exemple. Faut expliquer à un enfant ce que c'est que de la viande. Voilà, c'est un animal sentient qui a beaucoup souffert, qui généralement n'a pas vécu et qui termine dans l'assiette. Je ne dis pas qu'il faut interdire la viande, je dis qu'il faut juste le mettre devant ses responsabilités. Et si en connaissance de cause, l'enfant fait des choix qui ne sont pas les miens, moi j'ai tendance à le respecter. Je pense que c'est quand même un peu notre devoir de parents, hein, d'accompagner l'autonomie intellectuelle des enfants. Mais il faut quand même leur montrer que le monde dans lequel ils vivent n'est pas le seul monde possible. Voilà mon avis. Merci. Pour clore ce débat sur le sujet science y croire encore, est-ce qu'Étienne Klein, est-ce qu'Aurélien Barraud, vous pouvez nous dire le message à emporter à la maison en quelques minutes, très rapidement, Étienne Klein, le message à remporter. Moi, j'ai pas eu de son pendant 20 secondes. Là, je n'ai pas pu suivre la fin de l'intervention d'Aurélien. Je n'ai pas entendu votre question. Pardon, la question, c'est en un mot, enfin quelques mots, pour conclure cette rencontre, science y croire encore. Quel message peut-on rapporter à la maison, nous, en tant que public ? Écoutez, moi, je pense que, voilà, je pense qu'on peut accuser la rationalité scientifique, celle qui est née au XVIIe siècle avec l'avènement de, par exemple, la physique moderne. On peut l'accuser d'avoir été responsable de cette dévastation que nous avons imposée à la nature. Nous ne sommes pas des êtres d'anti-nature, nous sommes des êtres naturels. Et j'entends ici ou là des discours qui visent à liquider la science au motif d'un mauvais usage du monde. On rendrait la science responsable de ce mauvais usage du monde. Mais je pense qu'on devrait plutôt retravailler l'idée de rationalité pour qu'elle ne serve plus d'alibi à toutes sortes de dominations.
Ne pas l'abandonner. Bah, je trouve ça très bien. J'ai envie de faire mienne cette conclusion. Merci Étienne. Eh bien, écoutez, Étienne Klein, Aurélien Barraud, merci infiniment.